Fat, un pauvre constamment malmené à cause de son pouvoir bidon, ne trouve de réconfort qu'auprès d'une sublime blonde. Mais quand il débloque une capacité cheatée pour voler les compétences, il devient une terreur surpuissante, propulse sa dulcinée et met tout le monde au tapis. Tout commence un jour où Fate, en faction à la porte de la ville, broie du noir. Il se lamente de ne jamais devenir un guerrier stylé à cause de son talent minable qui ne fait que gargouiller son estomac sans arrêt. C'est alors que les 3 chevaliers sacrés, ses employeurs arrogants, débarquent et lui jettent sa paix par terre. Alors qu'il ramasse les pièces, ils le tabassent sans pitié, l'accusant de salir leur réputation avec ses gargouillements d'estomac répugnants. Mais une sublime chevalière blonde, Roxy, arrive et les réprimande pour leur violence gratuite envers ce pauvre après l'avoir forcé à faire leur sale boulot. Ils battent en retraite, mais en s'éloignant, Fate remarque qu'ils complotent quelque chose de sinistre contre elle. Roxy, tel un ange, soigne ses blessures et lui demande de la prévenir si ces brutes osent encore le tourmenter. Fate est sidéré, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est déjà habitué à tout ça. Ce soir-là, Fate est dans un bar, avalant une malbouffe infâme, rêvant de protéger Roxy de ses 3 crapules. Le barman lui raconte alors comment un ancien employé du trio infernal a été harcelé et brutalisé à mort, le mettant en garde. En quittant le bar, Fate arpente les rues, regrettant d'être né avec un don aussi minable que sa gloutonnerie, au lieu d'un pouvoir qui lui aurait permis de réaliser son rêve de guerrier. Soudain, il aperçoit des voleurs fuyant leur forfait et se précipite pour prévenir Roxy. Après lui avoir confié la bannière pour prendre son tour de garde, elle part affronter les bandits. Mais soudain, un des voleurs lui échappe et fonce sur Fate. D'abord, Fate tente de fuir, mais réalisant que cela ne ferait qu'attirer des ennuis à Roxy, il se retourne et poignarde le bandit avec le bord tranchant de la bannière. C'est un choc pour lui car c'est la première fois qu'il ôte une vie. Mais soudain, sa compétence de gloutonnerie s'active et l'informe qu'il a acquis la télépathie. Alors que Fate tente de comprendre, Roxy revient et s'inquiète pour lui. Quand elle lui prend la main, lui demandant s'il va bien, il est sidéré de pouvoir entendre ses pensées intimes. Il la rassure, mais dès qu'elle retire sa main, sa télépathie cesse de fonctionner. Roxy l'informe qu'elle doit rapporter l'incident à ses supérieurs, mais il lui dit de s'attribuer le mérite de la victoire, ne voulant pas que le trio infernal lui cause des ennuis. Roxy le remercie quand même de son aide et, en signe de gratitude, lui propose de le sortir de sa misère pour travailler pour la famille Hart. Cette proposition est une bénédiction pour lui, non seulement elle le libérerait de sa vie horrible de brimade quotidienne, mais elle lui offrirait aussi la chance de travailler directement avec la femme de ses rêves. Il craint cependant que son départ ne mène une autre âme innocente à être maltraitée, mais elle l'assure que ce n'est pas sa responsabilité. Il accepte donc enfin son offre. Plus tard, cette nuit-là, il remarque que ses statistiques sont toutes passées en chaud à 3 chiffres et que 2 nouvelles compétences, identifiée et télépathie, ont été ajoutées. Il n'y comprend rien. En se souvenant d'avoir lu les pensées de Roxy, il panique à l'idée que quelque chose d'étrange lui arrive, mais il réalise qu'il pourrait vaincre des monstres grâce à ces nouvelles améliorations. Le lendemain matin, il se rend au marché pour acheter une épée. Mais le marchand l'insulte, le traitant de clochard fauché avant de le diriger vers un tonneau d'épée bon marché, à sa portée. En fouillant parmi ses lames sans valeur, il découvre une étrange épée sombre qui lui rappelle sa propre misère, tant elle est sale. C'est alors que l'épée se met à parler, le sidérant au point qu'il manque de sauter lui-même dans la poubelle. L'épée, Avarice, lui promet de le rendre aussi puissant que Kratos. Malgré sa confusion, Fate finit par l'acheter. Quelques heures plus tard, Fate arrive sur les terrains de chasse où Avarice lui annonce l'arrivée d'un monstre. Soudain, un gobelin surgit pour attaquer, mais Fate brandit désespérément son épée et parvient à l'abattre. Sa compétence de gloutonnerie s'active soudainement, l'informant que ses stats ont encore augmenté. C'est alors qu'une horde entière de gobelins apparaît, le forçant à libérer son Ichigo intérieur, tandis qu'il les anéantit un par un. Après la bataille, il remarque que son estomac ne gargouille plus comme un ogre. Avarice lui explique que sa gloutonnerie l'améliore en volant les stats et compétences de quiconque il vainque, mais il ne gagne pas d'expérience, c'est pourquoi il est bloqué au niveau 1. Cependant, il lâche une bombe. La gloutonnerie est une compétence qui défie les lois divines. Si quelqu'un le découvre, Fate est cuit. À cause de cela, Fate décide de commencer sa propre aventure de solo leveling. Mais Avarice lui rappelle qu'il n'est plus seul puisqu'il a un nouveau meilleur ami, ce qui le rend bien plus heureux. Alors qu'il se prépare à rentrer, Avarice lui rappelle de ramasser les oreilles de gobelins pour les échanger contre de l'argent. Et cela lui fait regretter d'en avoir massacré autant d'un coup. Sur le chemin du retour, il croise un homme colérique marchant avec une fille qui semble être sa fille. Mais quand elle le touche, il l'entend crier à l'aide dans son esprit et réalise qu'elle est en fait kidnappée. Il les suit jusqu'à un entrepôt abandonné où il tente de sauver la fille des abus de l'homme. Mais Avarice lui dit de ne pas bouger car l'homme est un adversaire redoutable. Cela le fait se sentir inutile car même avec son nouveau pouvoir, il ne peut aider une fille qui souffre juste devant lui.
Tandis que la jeune Sahara crie à l'aide, le brute sans vergogne continue de l'opprimer, lui disant qu'elle servira de punching ball humain au chevalier sacré. Cependant, quand l'homme s'éloigne, Fate arrive et lui assure que tout ira bien. Après l'avoir libéré de ses chaînes, il lui demande de le suivre hors de l'entrepôt, mais la brute revient et traite Fate de Superman du pauvre. Fate se met en garde, mais le psychopathe s'approche imperturbable, lui rappelant qu'il ne peut pas le combattre et protéger Sahara en même temps. Alors que Fate cherche désespérément une solution, Avaris a une idée et lui dit de fuir, ce qui leur permettrait de profiter du fait que l'homme le considère comme un faible. Entendant cela, Fate court vers une autre partie de l'entrepôt où il laisse Sahara avant de se jeter dans la bataille contre la brute. Quand l'homme active sa compétence d'épée, lame tranchante, Avaris informe Fate que c'est une capacité dangereuse et lui dit de l'abattre avec son arme. Fate charge alors vers lui et l'homme tente de bloquer. Mais d'un seul coup, Fate détruit son arme et lui transperce la poitrine. Alors que l'homme gît au sol, Fate tente de l'interroger mais il refuse de parler. Le héros le torture alors, le transformant en coussin à épingle, jusqu'à ce qu'il révèle enfin que c'est Atto, l'un du trio infernal, qui l'a envoyé kidnapper la fille. Pendant ce temps, Atto s'amuse à utiliser un garçon kidnappé comme cible d'entraînement tandis que l'enfant pleure impuissant. Après avoir quitté l'entrepôt, Fate remarque que la fille a faim, alors il lui achète des kebabs, si délicieux qu'elle en a les larmes aux yeux. Voyant cela, Fate lui donne aussi sa propre part de nourriture, puis la ramène à l'orphelinat où elle réside. Lors de retrouvailles émouvantes entre Sahara et sa tutrice, elle remercie Fate pour son héroïsme, ce qui le fait sourire car il n'avait jamais été remercié auparavant. Quand il mentionne sa compétence inutile, Sahara avoue qu'elle aussi en a une, alors il lui dit qu'elle trouvera le bonheur un jour si elle ne cesse jamais de sourire malgré les épreuves. Apparemment, c'étaient les mots que son père lui disait quand il était encore tout petit, et même s'il ne les comprenait pas à l'époque, ce sont ces mots qui l'ont aidé à survivre jusqu'à présent, c'est pourquoi il veut que Sahara survive aussi. En rentrant, Avaris le félicite d'avoir acquis une technique d'épée de niveau 100, sa première compétence technique, et lui explique qu'il peut désormais attaquer 2 fois en un seul coup. Fate réalise alors qu'il aurait été anéanti si le bandit avait réussi son attaque lame tranchante. Et quand il réprimande Avaris de ne pas l'avoir prévenu plus tôt, l'épée répond qu'elle ne voulait pas gâcher son grand moment de gloire. Avaris explique ensuite qu'il n'y a aucune garantie que le plus fort gagne toujours, car l'issue des batailles dépend souvent de la chance. Fate décide alors de devenir si puissant qu'il pourra gagner sans compter sur elle. Quand Avaris lui rappelle qu'il commence son nouveau travail chez les Hart le lendemain, Fate regarde les haillons qu'il porte et panique. Il a oublié d'acheter des vêtements. Au bar, un vieux barbu raconte au barman qu'un certain Mason a été terrassé par un dragon divin en Gallia. Et quand le barman demande ce qu'il adviendra de la famille Hart, il répond que Roxy lui succédera. Cependant, comme Mason était le seul à empêcher les chevaliers sacrés de devenir incontrôlables, il doute que Roxy puisse les tenir en laisse en son absence. Mais le barman lui demande de changer de sujet, car il ne veut pas parler de ces 3 crapules. Quand le vieil homme s'enquiert de Fate, le barman dit qu'il ne passe plus après le travail comme avant. Le lendemain matin, Fate arrive au quartier des chevaliers sacrés, vêtu de nouveaux habits pas chers, et il est ébloui par la taille et la beauté du manoir. C'est alors que Roxy apparaît pour l'accueillir en tenue décontractée, et il est tellement subjugué par sa beauté que son cerveau s'éteint complètement. Quand elle lui demande ce qui ne va pas, il lui dit qu'elle est magnifique, ce qui la fait rougir, tandis qu'elle complimente aussi son nouveau look. Elle l'emmène ensuite sur la tombe de son père et lui dit qu'elle est sûre que la vie reprendra au manoir maintenant que Fate est là. Comme Fate est perplexe, elle explique que son père est décédé après avoir rencontré un dragon en Gallia, et la raison pour laquelle il était là, c'est qu'il avait été chargé de contenir les monstres dont Gallia était réputée. Bien que ce fût une mission dangereuse, elle n'était pas censée être mortelle. Mais tout a basculé quand le dragon divin, qui n'avait pas quitté son antre depuis 1000 ans, est apparu et a anéanti Mason ainsi que toute sa flotte. En entendant cela, Fate est surpris que Roxy se soucie encore de lui malgré toute la douleur qu'elle traverse, mais elle lui dit de ne pas s'en faire et de plutôt se concentrer à l'aider puisqu'elle est la nouvelle chef de la famille Hart. Quand Fate accepte, elle tente de lui serrer la main mais il recule comme un puceau maladroit ne voulant pas que sa télépathie s'active. C'est alors que la gouvernante de la famille Hart, Haru, apparaît et dit à Fate d'agir d'une manière digne d'un serviteur de la famille Hart. Cependant, Fate dévore toujours leur petit déjeuner 5 étoiles comme une bête sauvage, ce qui agace Haru. Une semaine plus tard, Fate taille le jardin quand les autres jardiniers, Minerva et Oliver, arrivent et commencent à le taquiner parce qu'il parle à son épée comme un illuminé. Quand son estomac gargouille, l'homme est perplexe car il vient de manger. Il tente de trouver un mensonge avant que Haru n'arrive et lui dise que Roxy le demande. Peu après, il rejoint Roxy à sa table de thé et lui raconte comment son père a lui aussi été détruit par un monstre.
Ils commencent à flirter, mais leur conversation est interrompue quand Fate s'effondre soudainement. À son réveil, Avarice l'informe qu'il doit désormais continuer à le nourrir d'âme, sinon il mourra de faim ou deviendra fou. Alors qu'il traverse la ville, déguisé sous sa capuche, Avarice l'informe qu'il a maintenant une compétence supplémentaire, Boost de faim, qui lui permet de chasser efficacement. Grâce à elle, il dézingue facilement une horde de gobelins, mais n'étant pas satisfait, il anéantit sauvagement un nid de hobgoblins tout proche. Après la bataille, il se prépare à rentrer, mais soudain, un grand roi gobelin apparaît et commence à se nourrir de cadavres. Suivant les instructions d'Avarice, Fate détruit ce monstre et la compétence de gloutonnerie le booste au point qu'Avarice débloque une forme d'arc. Utilisant cette nouvelle forme, Fate détruit un tas d'autres gobelins, puis il dépose le sac d'oreiller de gobelins à la porte de l'orphelinat comme source d'argent pour eux. Plusieurs jours plus tard, Fate nettoie le jardin quand il remarque Roxy qui se faufile vêtue d'une tenue de roturière. Quand il l'interroge, elle l'informe qu'elle part en inspection secrète et lui demande de garder le secret car Haru la réprimanderait sûrement. Il tente de retourner au travail mais elle le retient et lui confie une mission secrète, l'accompagner comme escorte pendant l'inspection. Peu après, Roxy danse joyeusement à travers la ville, tandis que Fate lui dit de ralentir, mais elle lui demande de ne pas l'appeler par son nom pour que les gens ne la reconnaissent pas. Avarice le traite de tête en l'air, et quand il dit à l'épée stupide de se taire, Roxy est confuse, alors il lui dit de ne pas s'en faire pour lui. Elle lui dit alors de l'appeler Lexi, et Avarice tente de le taquiner à nouveau, alors il dit à l'épée de la fermer une fois de plus. Entendant cela, Roxy s'attriste et s'excuse d'être agaçante, alors il explique désespérément qu'il ne lui parlait pas. Cela lui remonte le moral et elle exprime sa joie de sortir enfin avec lui, les faisant rougir tous les deux. Quand Avarice traite Fate de grande à des amoureux, le jeune homme est tellement vexé qu'il tente de jeter l'épée, mais Roxy l'arrête et dit qu'il ne faut pas maltraiter les armes. Elle demande ensuite à voir son arme. Mais quand Fate se souvient de l'avertissement d'Avarice sur sa faim qui pourrait le transformer en un nouveau Guts, il décide qu'il ne laissera jamais Roxy découvrir ses pouvoirs. Cependant, il laisse tomber l'épée par accident et Roxy la rattrape. Mais la seule chose qu'elle remarque, c'est qu'elle a désespérément besoin d'entretien, alors elle promet de le présenter au forgeron de la famille Hart plus tard. Bientôt, ils arrivent au marché où Roxy aperçoit un tas de beaux fruits qui attirent son regard. Après l'avoir goûté, Fate est stupéfait par sa saveur exquise. Roxy explique alors que c'est parce que le fruit est cultivé chez les Hart. Cela trouble le marchand, alors Fate ment en disant que Roxy a un parent qui travaille pour la famille Hart pour les couvrir. Après son départ, Roxy le complimente d'être un meilleur menteur qu'Aizen, mais Avarice dit à l'idiot qu'il lui doit une fière chandelle pour l'avertissement. Puis un chevalier sacré apparaît, faisant taire tous les roturiers tandis qu'il patrouille la zone du marché. Quand l'estomac de Fate gargouille, le chevalier s'approche, furieux pour s'occuper de lui. Et même si Fate s'aplatit en s'excusant, le chevalier tente de lui écraser la tête. Mais Roxy l'affronte, et c'est là que tout le monde réalise que la jolie fille devant eux est Roxy. Alors que Fate cherche une échappatoire, Avarice suggère de faire semblant d'être son amant, car il est impensable que la plus belle fille du royaume traîne avec une larve de puceau dégoûtante. Roxy comprend immédiatement le message et commence à jouer le rôle de l'épouse de Fate. Pendant sa performance d'actrice, elle le réprimande pour avoir sauté le petit déjeuner et s'excuse auprès du chevalier avant de l'entraîner. Cela réussit à tromper tout le monde qui croit qu'elle n'est pas Roxy. Alors qu'il se cache dans une ruelle, Fate entend les pensées de Roxy. Elle est excitée, c'est la première fois qu'elle tient la main d'un homme. Cependant, il remarque que sa main presse sa poitrine généreuse, alors il s'éloigne d'un bond et s'excuse. Ensuite, il la suit jusqu'à une boutique du marché où elle admire des gemmes. Quand elle interroge le marchand sur des roches dans sa marchandise, il explique que ce sont des minerais qui pourraient contenir une gemme surprise. Entendant cela, Avarice informe Fate qu'il peut utiliser sa compétence d'identification pour trouver un gagnant. Alors, il commence à utiliser sa compétence sur les roches, mais il aperçoit alors Roxy complètement éblouie par une gemme bleue. Le marchand tente de donner à Fate une passe décisive digne de Kevin De Bruyne en baissant le prix pour qu'il puisse l'acheter en cadeau, mais le jeune homme gâche l'occasion en réagissant comme un radin, ce qui lui fait perdre tout intérêt et s'éloigner. Alors qu'ils traversent la ville, ils entendent des gens parler de tous les gobelins que Fate a massacrés, supposant que c'était un monstre du calibre de Suxinus qui les avait détruits. Ils mentionnent aussi que les sœurs de l'orphelinat cherchent qui a fait don des oreilles de gobelins. Entendant cela, Roxy les approche et leur demande s'ils ont plus d'informations sur ce monstre errant, mais ils lui disent de demander plutôt à des guerriers. Elle demande alors à Fate de l'emmener dans un lieu où les guerriers se rassemblent et révèle que le but de son inspection privée est d'enquêter sur les zones où le monstre vagabond est apparu. Mais cela sidère Fate car il sait qu'il est le monstre qu'elle recherche. Peu après, ils arrivent au bar et le barman est choqué que Fate soit encore en vie. Il présente Roxy comme sa nouvelle collègue, mais le barman le taquine, appelant Roxy sa petite amie, ce qui la rend si troublée qu'elle casse accidentellement une tasse.
Quand elle s'excuse, le barman dit que ce n'est rien, il est habitué aux têtes brûlées qui cassent ses tasses, mais Avarice dit à Fate que Roxy a le béguin pour lui, et cela échauffe tellement son petit cerveau qu'il casse une tasse lui aussi. Après leur avoir servi à manger, le barman raconte à Roxy que des cadavres de gobelins ont été trouvés avec leurs oreilles intactes, ce qui lui fait supposer que le monstre errant a pu migrer d'une autre région. Le barman explique que cela pourrait nuire à son commerce, car les plaines des gobelins sont la route principale de ses fournisseurs, et il ne voudrait plus y voyager car il y a un croque-mitaine en liberté qui pourrait les anéantir. C'est alors que le vieux barbu arrive et les informe que les chevaliers sacrés partent détruire ce mystérieux monstre errant sous l'hypothèse que c'est une liche. Entendant cela, Avarice avertit Fate qu'il ne peut pas affronter les chevaliers car ses stats ne sont pas assez élevés. Mais ce qui inquiète encore plus Fate, c'est que la fille de ses rêves pourrait le surprendre en train de massacrer des monstres. Quand des aventuriers loufoques arrivent et tentent de malmener Roxy, elle jette leur chef de côté comme un ballon de volley, et tout le monde comprend alors qu'elle est Roxy. Alors les idiots se mettent immédiatement à genoux pour s'excuser, ils tentent aussi de lui donner de l'argent, mais elle refuse leur offre et prononce un discours audacieux sur son rêve de protéger les gens, ce qui pousse Fate à décider de la soutenir de toutes ses forces. Après avoir fait polir son épée chez le forgeron, Fate se promène en ville avec Roxy et il voit les trois crapules malmener un garçon innocent. Suivant l'ordre de Roxy, Fate sauve le garçon, forçant les brutes à s'éloigner. Ensuite, ils aident le garçon à retrouver sa mère et retournent au manoir, où Haru les réprimande pour leur coup d'éclat. Le lendemain, Fate achète un masque spécial qui le ferait paraître différent à quiconque le verrait, et aussi un minerai précieux pour Roxy. Quand il le lui tend, elle l'ouvre avec sa force de gorille et y découvre une gemme spéciale qui la captive. Quelques jours plus tard, des guerriers arrivent dans la forêt où Fate a déjà découpé une horde entière de gobelins comme des oignons, ce qui les agace. Alors qu'il se demande quand les chevaliers sacrés interviendront pour l'arrêter, le diable dont il parle fait une apparition surprise. Il le nomme une liche cadavre avant de s'enfuir. Une fois parti, Fate retire son masque et confie à Greed qu'il ne peut pas encore partir car il veut absolument augmenter son niveau au maximum avant que les chevaliers sacrés ne le traquent. Le lendemain matin, Fate taille le jardin en bâillant, épuisé d'avoir joué les justiciers toute la nuit. Roxy arrive pour lui confier une nouvelle mission spéciale. Peu après, ils sont en calèche et elle lui montre une parcelle de terre agricole appartenant à la famille Hart, ce qui lui fait réaliser que sa mission spéciale est en fait la récolte des raisins. Elle lui explique qu'elle souhaite lui montrer de près les raisins du vignoble de la famille Hart, ceux-là même qui étaient en vente au marché. Bientôt, ils arrivent à un manoir où la mère de Roxy, Aisha, les accueille chaleureusement. Mais Roxy la réprimande d'avoir quitté sa chambre pour les accueillir malgré sa maladie. Aisha assure qu'elle se sent mieux, mais Roxy lui conseille de ne pas trop forcer. Quand Aisha demande qui est Fate, Roxy le présente comme un nouveau serviteur qu'elle a engagé, ramené pour le présenter à tous, et le jeune homme s'incline respectueusement. C'est alors qu'Aisha appelle Fate et lui demande s'il aime Roxy, ce qui les fait paniquer tous les deux. Quand elle demande à sa mère pourquoi elle pose cette question, Aisha explique qu'elle est curieuse de son opinion sur Roxy en tant qu'employeuse, et les deux têtes en l'air poussent un soupir de soulagement. Fate dit alors sans détour à Aisha qu'il tient profondément à Roxy et se met à genoux demandant la permission de la servir pour le reste de sa vie. Et cela rend Roxy si embarrassée que son crâne se met à fumer comme une théière. Elle part se rafraîchir dans sa chambre et Aisha explique à Fate que sa fille un peu faux-folle s'enfuit toujours quand les choses deviennent gênantes, avant de lui raconter qu'elle avait peur des araignées. Cela surprend Fate car elle ne se comporte pas ainsi à la capitale, mais Aisha dit qu'elle est encore plus surprise que sa petite fille soit devenue chevalier sacré. Elle commence à s'inquiéter que Roxy ne se surmène, ayant été soudainement nommée chef de famille après le décès de son père. Mais Fate la réconforte en lui disant que Roxy est une excellente chevalier sacré qui excelle aussi bien dans ses devoirs de chef de maison. Dans sa chambre, Roxy voit une vieille photo d'elle avec son père, ce qui lui rappelle un jour où Mason lui enseignait la bonne manière de manier une épée en tant que chevalier sacré. À l'époque, elle lui avait dit vouloir être une chevalier sacrée qui rit avec les gens, tout comme lui, et il lui avait répondu que c'était exactement ce qu'un membre de la famille Hart devait être. Au présent, Roxy fixe une poupée de son père, triste de n'avoir pas encore tenu sa promesse. Pendant ce temps, Fate est dans le jardin à récolter des raisins quand un des jardiniers lui tend une tasse de jus de raisin pour l'aider à combattre la fatigue. En buvant ensemble, le jardinier explique que c'est la saison des récoltes, ce qui attire les monstres en quête de nourriture, en particulier des kobolds qui viennent de la vallée du Nord. Immédiatement, Fate entend cela, son estomac gargouille et le jardinier rit, pensant que le gars est juste crevé de faim par le travail. Mais Greed explique que la compétence de gloutonnerie de Fate a faim d'âme différente de celle des gobelins. Quelques heures plus tard, Fate remplit la pièce de stockage de raisins quand Roxy arrive et lui dit de rentrer sans elle, car elle a encore des choses à faire. Alors que Fate traverse le domaine, il voit une jeune femme portant une énorme hache et réalise immédiatement qu'elle ne vient pas de cette région. Quand elle l'interpelle, il remarque qu'elle a les mêmes yeux rouges que lui, mais quand il essaie de la scanner, il ne
ne voit rien, la jeune femme dit alors qu'elle est trop tôt et lui dit qu'il peut avoir les kobolds, même si elle était initialement venue les chasser. Fate est confus, mais elle lui dit qu'il lui doit maintenant une faveur avant de s'éloigner. Quand Fate demande à Greed qui est la fille, Greed dit qu'il n'en a aucune idée, mais Fate l'accuse de mentir car l'épée un peu faux-folle est étrangement silencieuse. Cependant, Greed insiste qu'il n'en a aucune idée. Quand Roxy arrive, elle lui tend des raisins avant de l'informer que la fille est une Gallienne. Cela trouble Fate car Gallia est déjà détruite. Elle explique alors que Gallia était une grande puissance militaire il y a 4000 ans, jusqu'à ce qu'une vague de monstres provoque l'effondrement de leur nation et la plupart de leur peuple périt. En rentrant à la maison, Fate demande à Roxy si elle ira bien pendant la chasse aux monstres. Elle l'assure que oui, car tous les guerriers présents se battront à ses côtés. Cependant, en essayant de contracter ses muscles inexistants, la tête en l'air laisse tomber accidentellement le panier de raisins et il passe les minutes suivantes à les ramasser du sol. Le lendemain, les jardiniers constatent que leurs champs de raisins ont été ravagés par des kobolds et commencent à pester. Pendant ce temps, Fate, Roxy et ses guerriers traquent le groupe de kobolds qui attaquent leur village quand un méga kobold apparaît soudainement. Greed explique que c'est une bête couronnée surpuissante née d'une agression accumulée sur une longue période, ce qui la rend bien plus dangereuse que les monstres ordinaires. De retour au village, Roxy assure aux gens qu'elle s'occupera de la situation. Mais même si Fate sait qu'un monstre de niveau 50 est actuellement trop pour lui, il décide de l'affronter pour protéger Roxy. Cette nuit-là, Fate passe en mode Oil de Faucon, abattant les kobolds un par un. Mais le méga kobold bloque sa flèche, alors il repasse en mode épée et détruit son partenaire. Son arme se transforme ensuite en une nouvelle forme puissante qu'il utilise pour tirer un énorme violet creux anéantissant le méga kobold. Cependant, immédiatement après le combat, il crie de douleur, son corps étant submergé par les effets secondaires. Le lendemain matin, Aisha demande à Fate de protéger sa fille quand elle finira par mourir, de la même manière que son mari l'a fait pour elle quand elle était jeune. Après leur retour à la maison, Fate chasse des gobelins, mais il remarque que sa compétence de gloutonnerie est toujours en mode fou. Greed explique alors que les gobelins ne peuvent plus la satisfaire. Quelque temps plus tard, Fate se détend au bar quand il apprend que Roxy a été assignée à une expédition à Gallia. Peu après, il essaie de la dissuader de cette mission mortelle, mais elle insiste pour accomplir son devoir. Après son départ, il réalise que les autres chevaliers ont tout manigancé pour se débarrasser d'elle. Cette nuit-là, Fate est dans la forêt, complotant comment arrêter les chevaliers maléfiques quand Atto arrive pour l'affronter. Les sbires de Atto décident de vaincre le légendaire cadavre en son nom et il leur permet de le faire, mais quand il charge Fate, il les repousse facilement comme de la chair à canon. Voyant cela, les autres brutes sont terrifiés et s'enfuient, laissant Atto seul à se faire dessus pendant que Fate s'approche de lui. Quand Fate retire le masque, Atto demande comment une ordure comme lui est devenue surpuissante, mais Fate répond qu'il ne doit aucune explication à une telle racaille. Entendant cela, Atto frissonne en se vantant de sa position de deuxième fils de la famille Valorant, alors Fate lui dit de lui montrer les pouvoirs de chevalier sacré dont il est si fier. En le scannant, Fate voit qu'il est au niveau 30 et se souvient que les chevaliers sacrés possèdent une compétence spéciale appelée technique de l'épée sacrée, ce qui le fait se demander comment un singe comme Atto a pu se retrouver avec une telle compétence. Quand il demande à Greed s'il peut briser une épée sacrée, Greed répond qu'une épée sacrée artificielle de chez Gifi n'a aucune chance contre lui et dit à Fate de frapper comme il veut. Atto le traite de déchet sans cervelle pour avoir osé l'affronter à l'épée de près avant de lancer un mouvement spécial appelé Grand Cross, espérant l'anéantir avec sa lumière sacrée. Cependant, Fate esquive facilement l'attaque et fend son épée sacrée en deux comme un Kit Kat. Voyant cela, la sainte imposture est si terrifiée qu'il commence à reculer, mais Fate s'approche de lui en le traitant de pitoyable excuse de chevalier. Quand il trébuche sur le cadavre de ses sbires, Fate le relève et lui rappelle la phrase ringarde qu'il utilisait pour le harceler avant de le projeter tête la première contre un rocher. Il utilise ensuite son crâne vide comme bélier pour abattre une bonne douzaine d'arbres. Et Atto, ensanglanté, commence à implorer pitié. Mais cela ne fait qu'énerver Fate, qui se souvient comment Atto l'a traité, ainsi que toutes les personnes qu'il a kidnappées. Quand il évoque comment Roxy se dirige vers un danger certain à cause de lui, l'idiot désespéré recommence à implorer pitié. Mais Fate le projette très haut dans les airs et transforme Greed en sa forme d'arbalète qu'il utilise ensuite pour lui envoyer des rafales puissantes en plein vol. Atto est maintenant réduit en une masse sanglante, tous ses membres arrachés, et il supplie Fate de l'achever. Mais Fate dit qu'il a des questions pour lui. Sachant que ces questions tourneraient autour de Roxy, Atto révèle que lors de leur rencontre, Roxy a demandé à partir elle-même en mission à Gallia car elle est déterminée à sauver les citoyens, même au prix de sa propre vie. Cela n'a pas du tout surpris Fate car il sait que sa chérie est une sorte de Jeanne d'Arc. Atto le supplie alors d'épargner sa vie, promettant d'annuler l'expédition à Gallia en retour. Mais Fate lui dit de se taire et lui transperce le cœur, lui disant que c'est sa vengeance.
Sa compétence de gloutonnerie s'active immédiatement et l'informe qu'il possède maintenant la technique de l'épée sacrée en plus de ses statistiques augmentées. Mais quand Greed lui dit qu'il était maintenant techniquement un chevalier sacré, il répond qu'il n'a aucun intérêt à en devenir un. Cependant, Greed dit qu'il peut maintenant accéder à son deuxième niveau et quand Fate l'active, son épée se transforme en une faux sombre qui peut tout couper grâce à sa malédiction. Cela ne le satisfait pas car il ne peut pas l'utiliser pour écourter le voyage de Roxy. Le lendemain, Roxy met son collier spécial et monte dans sa calèche sous le regard de tous les habitants de son manoir. Voyant les regards inquiets sur leur visage, elle sourit en leur disant que 3 ans passeront en un éclair, et elle demande personnellement à Haru, en larmes, de s'occuper du manoir en son absence. Après que Haru lui ait fait ses adieux, elle dit au revoir à Minerva et Oliver avant de se diriger vers Fate. Il essaie de suggérer de l'accompagner, mais se souvenant de sa malédiction de gloutonnerie, il se retient. Quand Roxy lui fait ses adieux, il sourit en lui disant de prendre soin d'elle et la regarde partir à cheval. Peu après, Haru tend à Fate une lettre de recommandation que Roxy a préparée pour lui et explique que Roxy a pris des dispositions pour qu'il travaille dans le manoir d'un seigneur afin qu'il n'ait plus à travailler pour les Valoriques. Cela lui fait réaliser à quel point elle tient à lui, mais il rejette l'offre et dit à Haru qu'il veut maintenant tracer sa propre voie en tant que guerrier. Quelque temps plus tard, Fate prépare ses affaires et part pour Gallia, espérant aider Roxy puisqu'il ne peut pas l'empêcher de partir. Alors qu'il avance, il se souvient de Haru lui donnant un sac d'argent comme indemnité de départ avant de le renvoyer avec un sourire, et cela le fait décider qu'il protégera Roxy et reviendra de Gallia à tout prix. Ailleurs, Roxy donne sa propre version du discours d'Erwin Smith pour motiver ses soldats. Ensuite, elle rencontre 2 guerriers de son escouade, Miria et Nugen. Tandis que Miria est à fond sur sa maîtresse, Nugen leur dit qu'il s'est porté volontaire pour cette mission car il veut venger son ancien maître, Mason, et Roxy le remercie. Pendant ce temps, des scientifiques analysent les cadavres des gobelins que Fate a tués, et l'un d'eux, nommé Lane, découvre que les blessures sont causées par une arme de péché mortelle capable de manipuler le pouvoir magique à un niveau élevé. Bientôt, Fate arrive à la ville marchande de Tetra, ce qui lui donne des flashbacks de son passé difficile. Dans un bar, un homme supplie un groupe de guerriers de l'aider à sauver son argent, mais leur chef pousse son argent au sol et commence à le piétiner. Cependant, Fate intervient et humilie ces idiots avec sa force écrasante avant de rencontrer un homme troublé qui s'avère être quelqu'un qu'il connaissait dans le passé, nommé Seth. Il y a plusieurs années, Seth dirigeait un groupe de brutes qui lui jetaient des pierres. Mais Fate allait bien car il avait son père qu'il admirait. Quand son père est mort, les villageois n'ont même pas laissé Fate faire son deuil correctement avant de le chasser du village. Au présent, Fate regarde Seth le supplier de l'aide, sachant qu'il est le fils du chef du village qu'il a exilé, et il accepte de les aider malgré son ressentiment car il a des souvenirs de son père dans le village. Quand ils arrivent au village, le père de Seth commence à l'insulter, mais Seth s'excuse et le conduit chez lui. Là, il présente Fate à sa fille et lui raconte comment des monstres volants ont commencé à apparaître dans le village il y a quelque temps. Quand l'estomac de Fate gargouille, Seth part lui chercher de la nourriture, et c'est là que Greed lui dit que les monstres auxquels ils ont affaire sont des bêtes puissantes et intelligentes appelées gargouilles. Alors que Fate mange, il s'évanouit soudainement et la fille de Seth dit qu'elle lui a donné un bonbon que le chef lui avait remis pour Fate. Quand Seth regarde par la fenêtre, il voit que les gargouilles se sont rassemblées dans leur ville. Les gargouilles commencent à projeter des flammes sur leur ville et à dévorer les citoyens, tandis que Greed essaie désespérément de réveiller Fate. Alors que le massacre s'intensifie, Greed se demande quoi faire, mais Seth réussit à concocter une potion pour soigner Fate. Pendant le chaos, le chef crie désespérément de leur apporter Fate en sacrifice, mais une des gargouilles lui arrache la tête comme un morceau de viande séchée. Dans la maison de Seth, Fate se réveille avec succès grâce à la potion de Seth, et il crache le poison que le chef idiot lui a donné avant de boire de l'eau. Quand Fate demande ce qui lui est arrivé, Seth lui dit que son père l'a drogué et s'excuse en son nom. Seth prend ensuite son épée et sort, où il remarque que tout le village est en train d'être grillé et une gargouille essaie de l'attaquer, mais il s'éloigne à temps. Greed l'informe qu'il pourrait avoir des problèmes si les monstres continuent de les attaquer d'en haut. Il les scanne et découvre que ce sont des monstres de niveau 27 avec boule de feu comme compétence principale. Pour les arrêter, Greed lui dit d'utiliser la grande faux, alors il grimpe sur un toit et transforme son épée en mode faux. Quand une gargouille le bombarde de flammes, il essaie de la couper, mais les flammes ne font que se propager à un arbre. Cela le surprend. Alors Greed explique que la faux ne peut couper que la magie elle-même, mais pas le feu qu'elle provoque. Tout un groupe de gargouilles crée une attaque de flammes combinée et la lance sur Fate, mais le héros sombre contre-attaque en lançant sa faux sombre comme un boomerang, ce qui détruit l'attaque de boule de flamme et toutes les gargouilles qui l'ont tiré avant de lui revenir.
La compétence gloutonnerie s'active et l'informe que la compétence boule de feu a été ajoutée à son arsenal. Il porte alors son attention sur le chef de la meute de gargouilles, qui ressemble à quelque chose de Dragon Quest. En le scannant, il découvre qu'il est au niveau 47 et que ses compétences sont boule de feu et résistance au feu. Greed l'informe alors que le roi gargouille prévoit de s'approcher pour le rôtir avec une boule de feu, alors Fate attend que la bête charge avec son attaque avant de lui asséner une entaille brutale qui le déchire en deux. Le lendemain matin, Fate contemple les conséquences de la bataille avec Seth, qui l'informe que son père est mort et que lui et sa fille font partie des rares personnes ayant survécu à cette attaque. Quand Fate scanne la terre, il voit que le sol n'est plus sain et dit à Seth qu'il ne pourra plus rien y faire pousser. Mais Seth est surpris par le fait qu'il puisse utiliser la compétence d'identification. Seth lui demande pourquoi il a choisi de faire quelque chose d'aussi dangereux qu'être un guerrier alors qu'il pourrait gagner sa vie avec seulement la compétence d'identification. Mais même si Fate sait que la vraie réponse est qu'il a une compétence de gloutonnerie qui défie toutes les lois, il lui dit qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre. Il dit ensuite à Fate qu'il trouvera un emploi en ville pour le bien de sa fille, et cela fait sourire Fate. Peu après, il rencontre Fate en privé à nouveau et lui demande de le frapper pour le faire payer pour tout le harcèlement. Et après un peu de motivation de Greed, le héros idiot lui assène un coup brutal qui envoie Seth au sol. Il commence immédiatement à s'inquiéter pour lui, mais même si le menton de Seth ressemble maintenant à un pneu crevé, il dit à Fate qu'il va bien et Fate l'aide à se relever. Ensuite, Seth lui fait ses adieux et visite la tombe de son père. Il est heureux que les souvenirs de son père n'aient pas été entièrement détruits et il sourit en disant à son vieux qu'il ira bien maintenant. Pendant ce temps, Miria informe Roxy qu'ils ont presque atteint le territoire de Lanchester et Roxy dit qu'ils se réapprovisionneront une fois arrivés. Cependant, Nugent avertit Roxy d'être prudente avec le seigneur de Lanchester une fois sur place. Mais quand elle demande ce qu'il veut dire, il répond qu'elle comprendra une fois sur place. Au même moment, Fate est en calèche quand des bandits bloquent leur chemin et leur disent de laisser tous leurs objets de valeur s'ils veulent vivre. Voyant cela, Fate quitte la calèche et leur dit qu'ils devront d'abord s'occuper de lui. Alors que les bandits se préparent à attaquer, une grande arme tombe derrière eux et l'impact envoie tous les perdants voler. La dame galienne d'avant, Mame, ramasse l'arme et rappelle à Fate qu'il lui doit une faveur pour les kobolds avant de demander au conducteur de la prendre en charge. Quand elle essaie de monter dans la calèche, son poids la fait basculer, alors elle dit à son arme, Sloth, de revenir à la normale. Quand l'arme passe à une forme plus portable, la calèche retrouve son équilibre, et cela surprend Fate. Alors qu'ils avancent, Fate se présente à elle et elle l'appelle Fate de la gloutonnerie, le faisant demander comment elle connaît son secret. Elle lâche alors une bombe, révélant qu'elle a aussi une compétence de péché mortel et Fate exprime sa confusion. Alors elle lui demande si Greed ne lui a pas parlé d'eux. Elle se présente ensuite comme Mime la colère et son estomac commence à gargouiller de faim. Alors il lui tend des collations, elle finit par manger toute la nourriture qu'il avait gardée pour lui et le conducteur annonce qu'ils sont arrivés en ville. Pendant ce temps, le seigneur de Lanchester, Rudolph, abat un groupe de types déguisés en fantômes pour sauver une fille et cela rend toutes les filles de la région folles de lui. Le conducteur de la calèche dit alors à Fate que Rudolph attend pour accueillir l'armée de Roxy avant de lui tendre ses 3 pièces, que Mime finit par lui arracher. Quand Mime s'évanouit soudainement, Fate la porte à travers la ville et remarque que les gens ont des marques étranges sur le cou. Greed explique que les marques indiquent les différentes classes, mais les gens vénèrent toujours Rudolph malgré un système de caste. Ailleurs, Rudolph détruit des guerriers pour avoir fui pendant une quête. Pendant ce temps, alors que Mime dort, Greed explique à Fate que la gloutonnerie est le plus dangereux des 7 péchés divins, car elle a le potentiel de renverser le système divin, de monter en niveau. Et cela fait que Fate se demande pourquoi c'est lui qui est coincé avec ce pouvoir. Ensuite, il se dirige vers le champ où un monstre de sable géant apparaît et le détruit avec une flèche de flamme. C'est alors que tout un tas de monstres de sable apparaissent et Fate commence à perdre le contrôle de sa capacité. Après avoir détruit tous les monstres de sable, il voit le roi des monstres de sable opprimer des guerriers et intervient pour l'affronter. Il repousse toutes les attaques des bêtes avant de transformer son arme en sa forme d'arbalète surpuissante et de détruire le roi des sables. Ensuite, le chef des guerriers, Bard, le remercie d'avoir sauvé ses hommes et se présente sous le nom de Cadavre, un surnom des plus originaux. Peu après, alors qu'il se dirigeait vers la guilde pour empocher la prime du golem de sable, Rudolph surgit de nulle part et lui demande de devenir son garde du corps. Cependant, Mine fait un carton avec Rudolph et il s'enfuit à toute vitesse pour éviter les représailles. Alors qu'il file dans calèche, Mine se remet à dévorer les rations de Fate, ce qui le pousse à se demander si elle n'est pas la version féminine de Luffy vu qu'elle mange comme un ogre affamé. Elle lui explique alors que la colère lui brûle énormément de calories, mais Fate se demande bien où passe toute cette nourriture vu qu'elle reste toujours aussi mince. Elle a la silhouette d'un écureuil aplati. En entendant ça, elle est tellement furieuse que son arme reprend sa taille de normale et le poids supplémentaire fait éclater le pneu de la calèche. Pendant que le cocher répare le véhicule, Fate lui donne de l'argent pour les dégâts. Il voit alors Mine s'éloigner vers un village voisin et il se met à courir après elle.
En entrant dans le village, il remarque que c'est plutôt paisible, mais Greed lui dit que les monstres représentent une grande menace pour la région car ils sont très proches de Galia. Cependant, il suppose que quelqu'un de puissant protège le village. Et quand Fate s'enquiert du château du village, il lui révèle qu'il s'appelle Hausen. Peu après, il rencontre un vieil épéiste qui se présente comme le chef du village. Greed lui dit aussitôt que l'épée que porte le chef est une épée sacrée. Fate réalise alors que le chef est celui qui protège le village. Le chef lui demande de croiser le fer un instant avant de l'autoriser à rester. Quand Fate tente de le scanner, il démasque immédiatement sa compétence d'identification et déclare que Fate est un combattant de niveau 1 avec des stats de plus de 2 millions, ce qui fait se demander à Fate quand il a bien pu l'identifier. Alors que les deux titans croisent le fer, le vieux chef bloque toutes les attaques de Fate avant de faire tomber Greed de sa main pour remporter le duel. Fate accepte de ne pas pouvoir rester au village et ramasse son épée pour partir, mais le chef, Eren, lui dit qu'il est le bienvenu à condition qu'il s'entraîne sous sa tutelle. Quand Fate demande pourquoi, il répond que ce sont simplement les caprices d'un vieil homme, et le héros sombre devient si méfiant qu'il essaie d'utiliser à nouveau l'identification. Cependant, Aaron lui dit qu'il n'a pas encore appris à contrer cette compétence et qu'il n'exploite pas non plus au mieux ses autres compétences car son corps n'est pas habitué à sa force. Il affirme ensuite que la façon dont Fate se bat lui sera utile contre les monstres, mais moins contre les humains, avant de lui proposer de l'entraîner à nouveau. Greed trouve suspect que le vieux schnock ne demande rien en retour, mais Fate y voit une occasion en or d'apprendre directement d'un chevalier sacré et accepte l'offre du vieil homme. Quelques heures plus tard, Min dort dans la chambre. Aaron est dehors avec Fate, prêt à lui enseigner des mouvements qu'il a appris de Baki. Quand Fate demande pourquoi l'entraînement au combat à main nue est nécessaire, Aaron explique que ça l'aidera à contrôler ses statistiques, car il a eu du mal à le faire par le passé, et Fate est d'accord avec lui. Ils commencent alors leur entraînement. Fate essaie de donner des coups de poing, mais le vieil homme l'attrape facilement en lui disant qu'il est trop raide. Aaron lance ensuite ses propres attaques physiques sur Fate, et elles sont si rapides que Fate peut à peine les suivre, se demandant s'il n'affronte pas le grand-père de Jet Li. Le vieux maître explique que ses mouvements sont ralentis parce qu'il force trop, et ajoute qu'il générera beaucoup plus de puissance en étant détendu, le démontrant avec un coup de poing sec dans l'air. Alors qu'ils continuent leur entraînement, Fate remarque qu'il bouge mieux quand il ne se crispe pas, comme le dit Aaron, mais soudain sa gloutonnerie s'active, le forçant à arrêter son attaque. Quand Aaron demande pourquoi l'un de ses yeux s'est soudainement transformé en Sharingan, son corps réagit, lançant des jabs ultra rapides que le vieil homme parvient à esquiver. Aaron le complimente d'être beaucoup plus rapide qu'avant, mais Fate dit que c'est grâce à son entraînement. Et quand grand-père Splinter essaie de l'achever avec des coups de pied de kung-fu, Fate esquive habilement, ce qui fait reconnaître à Greed ses compétences améliorées. Après l'entraînement, Aaron lui dit qu'ils feront un vrai entraînement au combat le lendemain en rentrant chez lui, mais Fate remarque soudain qu'il y a un monstre à proximité. Alors qu'il essaie de réfléchir à son prochain mouvement, il entend Aaron paniquer et se précipite pour voir ce qui se passe, seulement pour découvrir que Mine s'est endormi après avoir mangé toute la nourriture de sa maison. Il s'excuse immédiatement, mais Aaron lui dit de ne pas s'en faire en sortant demander de la nourriture aux villageois. Ce soir-là, Fate voit une photo au mur où Aaron pose aux côtés de sa femme et de son fils. Greed fait remarquer que son fils ressemble beaucoup à Fate. Le lendemain matin, Aaron tend une lame à Fate et lui demande de parer son attaque à l'épée, ce qui l'inquiète. Mais le vieux maître dit qu'il s'en sortira puisqu'il s'entraîne sous sa tutelle. Quand Aaron charge, Fate utilise des calculs précis de la physique de l'attaque pour la parer avec succès, et le vieil homme le félicite d'avoir enfin appris à contrôler ses statistiques. Pendant le dîner ce soir-là, Fate dit à Aaron qu'il partira tôt le lendemain matin et le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais Mine est trop occupé à s'empiffrer pour lui rendre hommage. Aaron leur raconte alors que Hausen était son château il y a 15 ans, jusqu'à ce que sa famille et son peuple soient massacrés par un seigneur liche nommé la Jeunesse de la Mort, qui règne désormais sur le château. En entendant cela, la capacité de gloutonnerie de Fate s'emballe, alors il sort prendre l'air. Cependant, Aaron remarque que le héros sombre prévoit d'attaquer le château et propose de se joindre à lui afin de pouvoir enfin faire la paix avec son passé. Min les rejoint et propose de protéger le village en leur absence pour 50 pièces d'or. Quand ils entrent dans le château, des chevaliers morts-vivants les encerclent, mais ils détruisent les monstres immédiatement et entrent dans le salon où Aaron voit sa famille vivante. Fate réalise immédiatement que c'est une illusion, mais Aaron essaie de retrouver son fils, Luke, qui l'attaque soudainement. Pendant qu'il combat son fils, Greed dit à Fate qu'il ne peut pas annuler l'illusion car cela priverait les fantômes d'un voyage paisible vers l'au-delà. Alors il se précipite pour trouver le seigneur Liche. Quand il le trouve, Fate a du mal à gérer les zombies morts-vivants autour de lui, mais Aaron arrive soudainement et ils combinent leur lumière sacrée pour lancer une attaque purificatrice qui détruit la Liche. Après cela, Eren fait ses adieux à sa femme et à son fils alors qu'ils montent vers l'au-delà tandis que Fate absorbe les pouvoirs de la Liche. Quand ils retournent au village, Eren identifie Mine comme une guerrière qui a sauvé sa ville il y a 50 ans et elle révèle qu'elle est un fantôme qui ne peut pas mourir.
Peu après, Fate parle à Aaron de sa condition de glouton et le vieil homme lui dit de revenir une fois sa mission terminée car il a quelque chose d'important à lui dire. Ailleurs, les autres saints voyous, Raphaël et Memel, admirent une pierre philosophale qu'ils ont trouvée quand un majordome arrive et leur annonce que Atto a été tué par un cadavre. Alors qu'ils voyagent en calèche, Fate se plaint une fois de plus des habitudes alimentaires de Mine, lui demandant si elle est la vraie détentrice de la gloutonnerie à force d'engloutir toutes les provisions qu'Erin leur a données comme un festin de fast-food. Cependant, elle le calme en réalisant ses fantasmes un peu gênants, lui donnant un morceau de nourriture avant de lui tapoter la tête et de se reposer sur ses genoux. Alors qu'il se demande pourquoi elle fait la sieste sur lui, elle explique que le sol est trop dur pour qu'elle puisse dormir. Et il essaie de se plaindre mais remarque qu'elle dort déjà. En la regardant, il la trouve douce et innocente comme une princesse Disney, ce qui le fait sourire, mais il se souvient alors qu'elle lui a dit être un fantôme immortel chargé d'une mission importante. Quand il demande à Grid contre quoi elle se bat, l'épée un peu bête donne une réponse vague, lui disant qu'il aura une idée s'ils continuent à voyager ensemble, mais le prévenant aussi de ne pas creuser trop loin. Derrière eux, la brigade de Roxy est rassemblée, et quand Myria lui demande quand ils arriveront à Gallia, elle l'informe qu'ils devraient déjà approcher de la frontière. Quand ils arrivent à Houssen, Roxy raconte à Myria comment Eren était autrefois le seigneur du château, et quand elle demande qui est le seigneur actuel, Roxy répond qu'une bête couronnée, un seigneur Lich, a pris le contrôle. En explorant le château, il remarque qu'il a été libéré récemment car il ne sent aucun monstre. Eren arrive pour les accueillir, Mujin s'agenouille immédiatement pour le saluer, le reconnaissant comme un maître épéiste connu sous le nom de l'âme de lumière. Roxy essaie de lui dire son objectif, mais il l'interrompt en l'informant qu'il est un vieil ami de ses parents, Mason et Aisha. Il révèle ensuite qu'ils lui ont demandé de la nommer le jour de sa naissance, ce qui la choque car ses parents ne l'avaient jamais mentionné. Mais Mugen lui dit que c'est un honneur d'être nommé par un héros. Eren explique que la raison de sa retraite est qu'il n'a plus de raison de se battre, et quand elle évoque le fait qu'il a vaincu le seigneur Lich, il lui dit qu'il a été aidé par un jeune homme. En entendant cela, Mugen dit que le jeune homme doit être aussi doué que Zoro pour pouvoir combattre à ses côtés. Roxy demande son nom car elle doit rapporter à la capitale comment le seigneur Lich a été chassé de Daozen. Cependant, Eren dit qu'il ne peut pas lui révéler son nom car il a précédemment promis à Fate de garder son identité secrète, alors elle se retourne pour continuer son voyage. Quand il demande si c'est le Valorix qui l'a envoyé en mission à Gallia, elle l'informe qu'elle s'est portée volontaire, mais il dit qu'elle a été manipulée car sa famille ainsi que la sienne a été étiquetée comme d'agaçants aspirants super-héros. Quand elle lui parle de son père, il lui propose de l'entraîner et elle accepte joyeusement. Pendant que les membres de son escouade aident à reconstruire les dégâts de son château, Roxy croise le fer avec lui et il est impressionné par ses compétences et sa détermination. Cependant, elle dit qu'elle deviendra aussi forte qu'Erza Scarlet pour pouvoir protéger tout le monde et le charge une fois de plus. Pendant ce temps, Fate et Mine arrivent à un ensemble de ruines et Mine révèle qu'elle est née là. Cela trouble Fate car il pensait que Gallia s'était effondrée il y a 4000 ans, mais elle le conduit à une autre partie de la ville, en ruine, où il voit un cocon sombre. Quand il demande à Grid ce que c'est, il révèle que c'est une arme biologique que l'armée de Gallia a testée autrefois, appelée Chimère, mais elles étaient toutes censées avoir été désactivées. Min lui dit alors qu'il est temps pour lui de la rembourser en combattant la chimère avec elle, et quand il la scanne, il voit qu'elle s'appelle Agno mais reçoit un message d'erreur au lieu de ses compétences. Greed explique qu'elle est trop instable pour être lue car c'est un mélange de différents monstres, mais Fate sourit, impressionné par le reste de ses statistiques. Min dit qu'ils peuvent sûrement vaincre le monstre car il est encore à l'état larvaire, et quand Fate demande ce qu'il peut faire, elle lui dit d'utiliser la partie dévoreuse d'âme du pouvoir de la gloutonnerie pour le détruire, car les attaques physiques ne peuvent pas en venir à bout. Elle déchire ensuite le cocon et un monstre de la taille de Godzilla apparaît. Fate remarque qu'une fille est à l'intérieur de la poitrine du monstre et quand il regarde de près, il voit qu'elle a les mêmes yeux rouges que lui, ce qui le surprend. Voyant cela, Min lui dit que le monstre essaie seulement de l'intimider et Greed le prévient de ne pas la regarder directement sinon il sera trop figé pour bouger. Quand il demande qui est la fille, Min révèle qu'elle est le cœur de la chimère avant de lui demander de l'achever. Cependant, Fate refuse car cela la condamnerait à un tourment éternel. Mais Min lui dit de ne pas se laisser berner par ses énormes atouts, car c'est un monstre déguisé qui détient la clé pour vaincre la chimère. À ce moment-là, la chimère déchaîne une puissante attaque qui détruit la terre autour d'elle, provoquant une coulée de lave à la poursuite de l'équipe. Et Greed informe Fate qu'il ne peut pas la détruire avec la faux, car c'est une attaque physique. Cependant, Min balance sa hache avec tant de puissance qu'elle brise la marée larvaire et en éclabousse même le monstre. Ensuite, elle coupe le bras de la chimère et Fate utilise une flèche de pétrification pour geler les pattes du monstre. Mais il se régénère des deux attaques et Greed explique qu'une chimère est une arme capable d'attaquer sans relâche et sans soutien. Alors que Mine continue de combattre le Robocop géant, Greed explique que sa hache, Paresse, devient plus lourde à chaque coup.
Mais l'inconvénient est que cela réduit son agilité. Soudain, la chimère développe des ailes, et quand Mind dit à Fate de rester derrière elle, il réalise qu'il est un imposteur toujours protégé par des femmes. Il lui dit alors qu'il est sur le point d'entrer dans son état de famine, alors elle le prévient de ne pas en faire trop pour que la gloutonnerie ne prenne pas le contrôle de son corps. Après s'être renforcé, il tire une flèche spéciale qui pétrifie tout le monstre, ce qui crée une ouverture pour que Mind détruise le corps de la chimère. Quand la chimère crée une barrière autour d'elle, Fate la brise avec sa faux, mais avant qu'il ne puisse porter le coup de grâce, la bête s'envole. Cependant, Min le propulse avec sa hache, lui permettant de rattraper le monstre et de détruire le cœur avec un mouvement puissant. Alors que la chimère meurt, il voit un flashback du triste passé de la fille, qui révèle qu'elle est une amie proche de Mine. Peu après, il dit à Mine de le tuer s'il perd un jour le contrôle de lui-même, alors elle le serre dans ses bras en lui promettant de le faire. Après s'être séparé de Maine, Fate arrive à Babylone où Greed révèle qu'il est immortel car les armes du péché mortel ne peuvent être détruites. Alors qu'il patrouille la ville, il voit les gens louer Roxy, mais il sent ensuite la présence d'une mystérieuse fille qui prévoit de détruire Roxy. Le lendemain matin, une variété de guerriers se rassemblent à Babylone, y compris des mercenaires et d'anciens chevaliers sacrés qui ont des rancunes contre l'ensemble actuel de chevaliers. Greed explique que leurs transgressions ont été pardonnées car la ville a besoin de leur aide contre les monstres, et cela fait réaliser à Fate que c'est l'endroit parfait pour lui. Quelque part en ville, Roxy rencontre un chevalier nommé Alastair et elle le remercie d'avoir maintenu l'ordre à Babylone en l'absence de son père. Cependant, il s'excuse de n'avoir pas pu sauver Sir Mason malgré avoir servi à ses côtés. Mais elle lui dit de relever la tête car elle est là pour suivre les traces de son père et défendre le peuple de Gallia contre l'incursion des monstres. Alors qu'il se serre la main, Myriad a peur que les techniques de drague d'Alastair n'entraînent Roxy dans sa chambre, alors elle se précipite pour la sauver. Mais Mugen la retient et lui rappelle qu'elle pourrait se faire décapiter pour avoir embêté un chevalier sacré. Alors que Fate traverse la ville, il se lamente que les prix de la nourriture et de l'hébergement dans cette ville soient ridiculement élevés. Mais Greed attire son attention sur un joli fourreau dans un magasin. Le marchand arrive et inspecte soudain sa cape, soulignant que les marques dessus ont été causées par quelque chose de plus chaud que des boules de feu. Voyant que le marchand a un œil aiguisé pour les détails, Greed dit à Fate qu'ils doivent absolument lui acheter le fourreau, alors il demande le prix. Cependant, le marchand dit que ce n'est qu'un modèle d'exposition et propose d'en fabriquer un qui convienne à son épée. Alors que le marchand inspecte l'épée, il est choqué par son caractère unique et demande 500 pièces d'or pour fabriquer un fourreau adapté à Greed. En entendant cela, le héros radin panique et s'enfuit du magasin plus vite qu'Usain Bolt vers un autre quartier de la ville où il explique à Greed qu'ils doivent d'abord couvrir les dépenses quotidiennes avant de penser au luxe. Juste à ce moment, des guerriers arrivent et lui demandent de faire équipe avec eux, expliquant qu'il peut se faire une réputation en travaillant comme soldat volontaire à la capitale. Cependant, il leur dit qu'il ne cherche pas à travailler avec qui que ce soit, alors il se moque de son cosplay de Kirito version supermarché avant de partir pour leur mission. Après leur départ, Greed explique qu'il est la cible de moqueries à cause de son apparence négligée. Alors Fate décide d'aller chasser un tas de bêtes pour gagner de l'argent et enfin s'offrir un relooking. Peu après, il arrive à un endroit juste à l'extérieur de Gallia et Fate remarque la mauvaise odeur dans la zone. Alors Greed explique qu'il y a des carcasses de monstres partout. Alors qu'il avance, l'odeur devient soudainement plus intense et Greed révèle qu'elle est causée par des spores qui sont légèrement toxiques mais dangereuses à respirer car trop de respiration profonde pourrait faire pousser de la mousse dans ses poumons. Greed lui dit alors de ne pas paniquer car c'est comme ça que Gallia est normalement et l'alerte qu'une petite débandade est en route. Alors qu'il anticipe l'attaque, Greed lui dit que les orques sont un type de monstre répandu partout à Gallia, armé d'armes simples et que 50 autres marchent vers lui. Puisqu'ils sont des créatures intelligentes, Greed suppose qu'il prévoit une attaque coordonnée, alors il dit à Fate d'aborder le combat comme s'il affrontait des humains. En entendant cela, Fate sort son épée, affirmant que c'est l'occasion parfaite de montrer les fruits de son entraînement avec Eren avant de les charger. Cependant, il s'arrête quand il voit d'autres guerriers charger les orques, ce qui fait hurler Greed, lui rappelant qu'il doit les tuer lui-même pour pouvoir s'offrir son relooking. Alors que les guerriers détruisent les orques les uns après les autres, Fate remarque qu'une deuxième flotte d'orques marche vers eux, visant une attaque en tenaille. Alors Fate fonce comme Minato pour les affronter. Les orques essayent de l'arrêter avec des flèches enflammées, mais Fate transforme Greed en son nouveau mode bouclier pour bloquer leur attaque. Greed explique alors que ce bouclier magique de niveau supérieur est plus impressionnant que le bouclier en vibranium de Captain America, car il bloque complètement les attaques physiques et magiques. Mais Fate lui dit d'arrêter de cultiver son aura puisqu'ils sont en plein combat. Alors qu'il essaie de concevoir un plan d'attaque, Greed lui dit de charger pour qu'il puisse lui montrer pourquoi le bouclier est si énorme. Il charge alors et bloque toutes les attaques des orques avant de se frayer un chemin à travers eux. Alors qu'il continue de démolir tous les vilains monstres devant lui, Greed explique qu'il utilise une compétence spéciale appelée coup de bouclier qui demande pas mal de force. Mais puisque Fate est maintenant aussi fort que Hulk, il lui dit de continuer à charger
Après avoir détruit tous les orques de la zone, Fate remarque que sa compétence de gloutonnerie ne s'active pas, même s'il vient de terrasser un tas de monstres. Et c'est comme ça depuis qu'il a vaincu Hanyo. Quand il retourne à la guilde avec l'équipement orc, les guerriers sont choqués qu'un seul homme transporte l'équivalent de 2 compagnies d'équipement orc. Il les donne à la réceptionniste pour confirmer leur nombre, mais un guerrier l'affronte et l'accuse d'avoir volé leur butin. Quand il essaie de prendre les oreilles Octork, Fate lui attrape la main et lui dit de reculer, mais il continue de le provoquer. Alors Fate lui casse le bras, ce qui pousse ses partenaires à l'attaquer. Fate les met facilement tous au tapis et quand l'un d'eux essaie de le prendre en embuscade, il contre en lui bottant les petites billes. Alors qu'il récupère les pièces d'or auprès de la réceptionniste, Roxy arrive soudainement et l'affronte pour avoir causé du grabuge. Après qu'il ait expliqué que c'était de la légitime défense, elle l'informe qu'elle est responsable du maintien de l'ordre à Babylone, mais choisit de ne pas le punir. Quand elle mentionne que sa tenue est distrayante, le gars est tellement gêné qu'il s'enfuit. Alors qu'il marche dans la rue, le marchand de tout à l'heure arrive et se présente comme Jade. Dans son atelier, il dit à Fate qu'il veut qu'il fasse la publicité de ses produits car il semble être le bon guerrier pour le poste et Fate accepte immédiatement de travailler avec lui. Il enlève alors tous les haillons qu'il portait et enfile un tout nouvel équipement génial. Plus tard, ce soir-là, l'estomac de Fate commence à gargouiller, alors il se dirige vers un restaurant où il voit tous les garçons en pamoison devant une beauté aux cheveux bleus. Elle s'approche alors de lui et l'appelle par son nom, le faisant paniquer avant de se présenter comme l'héritière de la luxure. Peu après, qu'au voir, ils se rencontrent en privé et elle explique que sa compétence fait que quiconque la regarde dans les yeux tombe profondément amoureux d'elle. Elle révèle ensuite qu'elle ne s'entend pas très bien avec Min car ses poches à lait sont bien plus généreuses que les siennes. Elle l'informe aussi qu'il y a plein d'autres chimères en Gallia, puis elle lui avoue être la gardienne du royaume chargée d'anéantir Roxy et Gallia et là le destin commence à dérailler sérieusement. Elle explique alors que sa mort donnera naissance à un être de la trempe de Goku, mais le destin s'y oppose, affirmant que Roxy ne doit pas mourir et il s'en va pour contrecarrer les plans d'Eris. Le lendemain matin, Alistair informe Roxy qu'il a perdu le contact avec une escouade envoyée en Gallia. Quand elle demande où l'escouade se dirigeait, il répond « vers la grande faille ». En entendant cela, Roxy ordonne à son équipe de partir immédiatement pour la Gallia. Pendant ce temps, Jade confie au destin qu'il lui faut un cristal magique pour forger le fourreau idéal de son épée, mais que c'est devenu une denrée rare ces derniers temps. Quand le destin s'enquiert des livraisons, Jade avoue ne pas connaître les détails, car c'est l'armée royale qui gère l'approvisionnement en cristaux magiques. Avarice suggère alors d'aller les chercher eux-mêmes. Le destin demande à Jade où trouver ces cristaux, et il lui répond qu'il y en a en Gallia. Alors il promet de les lui rapporter. Jade lui montre ensuite une carte que son maître utilisait dans sa jeunesse pour chercher le One Piece. Le destin remarque que l'endroit indiqué pour les objets de valeur est près de la grande faille. Peu après, le destin affronte des orques et il active de nouveau son coup de bouclier, bloquant toutes leurs flèches enflammées avant de les défoncer comme des quilles de bowling. Pendant ce temps, Roxy et sa bande arrivent à un endroit où leur boussole se met soudain à faire des siennes. Alastair les informe que les boussoles ne fonctionnent pas ici. Quand Myria demande comment ils vont trouver leur chemin vers la grande faille, Mugen suggère de naviguer grâce à la lune et aux étoiles, mais Roxy rétorque qu'elles sont invisibles à cause des nuages rouges. Elle révèle ensuite que la configuration générale de la Gallia peut être estimée par la densité de la population orque, les plus grandes colonies se trouvant le plus au sud. Mugen demande si le plan est de suivre les orques jusqu'à la grande faille, mais Roxy l'informe qu'il y a aussi d'autres monstres sur leur chemin, y compris des bêtes couronnées, ce qui signifie qu'ils doivent être très prudents. Plus tard ce soir-là, le héros sombre se tient sur une falaise. Avarice lui dit de bien se reposer avant que la bataille ne commence, alors il ferme les yeux pour dormir. Il ferme donc les yeux pour dormir. Il se réveille soudain dans une dimension où il voit Hanyul et elle essaie de lui parler, mais des interférences sonores l'empêchent de l'entendre. Il remarque alors que le sol autour de lui est inondé de sang et jonché de cadavres de monstres. Certaines des personnes qu'il a tuées le traînent dans cet océan sanglant. Quand il se réveille de ce cauchemar, Avarice lui dit qu'il y a plusieurs bêtes couronnées dans la zone, alors il s'élance pour les affronter. Après avoir activé sa compétence de vision nocturne, il voit une meute de salamandres marcher vers lui. Avarice lui demande de passer en forme d'arc pour pouvoir lancer une attaque de pétrification sur elle. Quand il pulvérise une des salamandres, il remarque que quelque chose cloche avec la meute car son attaque ne les a pas effrayés. Avarice suggère alors que quelque chose les contrôle. Le destin retransforme son arme en épée et se lance à leur poursuite. Pendant ce temps, une meute de salamandres attaque le groupe de Roxy et les submerge de déflagrations enflammées. Myria essaie de riposter avec son épée de flamme, mais son attaque ne fait aucun dégât et la salamandre la projette au sol. Alors que Roxy prend de ses nouvelles, une salamandre tente de les dévorer, mais le destin arrive juste à temps pour la pulvériser. À ce moment précis, toute une meute de salamandres commence à marcher vers eux, alors le destin utilise sa compétence, lame aiguisée, pour les anéantir les unes après les autres.
Après la bataille, Roxy le remercie d'avoir sauvé son escouade et lui présente son équipe. Il remarque alors que les 4 salamandres portent les mêmes emblèmes sur la tête, et même si les salamandres ne collaborent généralement pas, celles-ci en voulaient toutes à Roxy. Roxy dit que c'est une coïncidence, mais Alastair insiste qu'ils doivent être prudents car les choses sont devenues dangereuses depuis que le dragon divin a quitté son antre. Arrivé à la grande faille, le groupe décide de se séparer de lui. Roxy tend le bras pour lui serrer la main, mais il hésite à cause de sa compétence de télépathie. Le lendemain matin, le destin arrive à un endroit où il remarque que l'air est purifié, signe d'une bataille récente. En explorant la zone, il découvre des cadavres pétrifiés, ce qui lui fait réaliser qu'il se trouve dans un cimetière de monstres. Alors qu'il cherche les cristaux magiques, il aperçoit Eris marchant devant lui, mais elle disparaît avant qu'il ne puisse la suivre. Il remarque ensuite une chimère étrangement immobile. Avaris lui explique que ce n'est qu'un prototype car elle n'a pas de noyau. Quand il trouve d'autres trous de la taille d'une chimère sur la falaise, il réalise que 3 autres chimères se sont réveillées grâce à Eris. Juste à ce moment, ils entendent un grand fracas à l'est. Le destin se souvient que c'est la direction de Roxy, alors il se précipite pour la sauver. Pendant ce temps, une chimère attaque Roxy. Myria tente de la défendre, mais la bête les projette, elle et le reste de l'équipe, au sol, laissant Roxy dans une position vulnérable. Avant que la créature ne puisse l'attaquer, le destin l'arrête avec des tirs de flèches. Roxy lui explique alors que sa bande a été gravement blessée par le monstre. Il l'informe ensuite que la faiblesse de la chimère et le noyau sur sa poitrine. Ils chargent alors tel un véritable power couple de choc pour en finir avec elle. Après avoir bloqué l'attaque de la chimère, le destin lui entaille la patte, offrant à Roxy l'occasion de détruire le noyau d'un coup d'épée. Quand une deuxième chimère attaque, Myria absorbe les flammes avec son épée jusqu'à ce que le power couple revienne et détruise 2 autres chimères grâce à des attaques combinées. Alors qu'ils avancent non pour affronter la dernière chimère, le sol se fissure soudainement, les faisant tomber profondément dans un tombeau. À leur réveil, le destin lui raconte toute l'histoire des chimères. Quand elle lui demande qui lui a dit ça, il répond que c'est un survivant de Galion. Elle dit avoir entendu des rumeurs selon lesquelles elle aurait envoyé Rudolf voler à travers un mur et l'identifie comme son compagnon. Après s'être un peu moquée de lui, elle lui confie qu'elle se demande si elle a rendu le destin heureux. Le destin lui donne alors un discours d'encouragement avant que sa compétence de gloutonnerie ne s'active soudainement. Il court vers une autre partie du tombeau où il voit la chimère et anéantit complètement son noyau. Ensuite, il trouve le même emblème sur la chimère et réalise qu'elle est contrôlée par Eris. Quand Roxy revient, il trouve des cristaux magiques et retourne à la surface où elle retrouve son escouade. Ailleurs, un bad boy arborant une version blanche du masque du destin s'avance. De retour à Babylone, Roxy défie le destin en duel, le faisant se demander s'il a fait une bêtise. Myria arrive alors avec un rapport qui stipule qu'il a 56 incidents de violence avec d'autres guerriers, 20 cas de destruction de propriétés et une centaine de cas de chahut en un seul mois depuis leur retour de la Grande Faille. Mais il prétend que la plupart de ces incidents étaient de la légitime défense. Cependant, Roxy affirme qu'elle ne peut pas ignorer les actes violents et lui demande de rejoindre l'armée afin que les guerriers chahuteurs soient un plus réticents à lui chercher des noises. Le destin décline poliment, affirmant qu'il n'est pas vraiment fait pour suivre les ordres. Alors Roxy lui dit de passer un peu de temps en cellule pour réfléchir à ses actes. Il refuse une fois de plus et prend position, son épée toujours dans son fourreau, ce qui surprend Roxy. Elle craint qu'elle ne se brise, mais il lui assure qu'elle est faite sur mesure. Ils commencent leur duel. Alors qu'ils croisent le fer, le destin remarque qu'il ne peut pas dominer Roxy, même s'il a un avantage en statistique. Et quand elle commence à le submerger d'attaques, il réalise qu'elle démontre les fruits de ses années d'entraînement. Quand elle remarque qu'il est en pleine réflexion pendant leur combat, elle lui assène un coup rapide qui fissure son masque et le menace de le démasquer s'il ne prend pas leur affrontement au sérieux. Elle lui assène ensuite un coup ultra rapide qu'il parvient à peine à esquiver et lui dit de se donner à fond. Alors il imprègne son épée d'une aura sacrée, ce qui fait réaliser à tout le monde qu'il possède une compétence d'épée sainte. Quand Roxy lui demande comment il peut en avoir une sans posséder d'épée sainte, il répond que son fourreau est capable d'améliorer les techniques d'épée et les techniques d'épée sainte, car il a été fabriqué à partir du cristal magique qu'il a récolté à la Grande Faille. Elle lui demande ensuite s'il est un ancien chevalier sacré, mais il répond qu'il est à Batman et charge sur elle avec une attaque de fourreau amplifiée, ce qui fait craindre à Myria que sa glorieuse reine ne soit sur le point de perdre. Quand il repousse Roxy, il voit le collier spécial qu'elle porte, et il est figé de stupeur en réalisant qu'il est fait de la pierre précieuse qu'il lui a offerte il y a quelque temps. Roxy profite de sa distraction pour faire voler son épée et il admet qu'il a perdu. Quand elle lui demande pourquoi il s'est soudainement relâché, il refuse de lui dire et tente de partir. Mais elle l'arrête en lui demandant s'il a reçu des leçons d'Erin. Alors qu'il la fixe, choquée, elle explique qu'elle a reconnu le style de combat parce qu'elle aussi a reçu des leçons du vieux maître et elle essaie de le rallier à sa cause, mais il la rejette froidement. En s'éloignant, il réalise que Roxy essaie toujours de prendre soin de lui malgré tous les dangers pour sa propre vie. Mais Mugen le rejoint pour lui parler de la façon dont les monstres sont utilisés comme cadavres de chimères.
Quand le destin lui demande comment il sait cela, il explique que sa famille a étudié la technologie perdue des galions pendant des générations et que son défunt père et sa fille actuelle partagent la même profession d'érudits doués. Le destin suggère alors de rencontrer sa fille pour analyser une chimère puisque c'est un appareil de galion. Mais Mugen le prend très mal et tente de lui trancher les bijoux de famille pour avoir osé craquer sa chair rein. Au laboratoire, Lei remarque que quelque chose d'étrange se passe avec Raphaël, et elle se demande si la mort de Heido l'a rendu fou. Son assistant lui dit alors qu'il s'est enfermé dans sa chambre étudiant la pierre philosophale. Cela la surprend, alors elle fait des recherches dans des livres et découvre que la pierre philosophale peut guérir n'importe quelle blessure et conférer un grand pouvoir à son porteur, mais en échange, elle domine l'esprit et le corps de son propriétaire. Pendant ce temps, le destin est allongé sur son lit et se souvient que l'esprit lui a dit de se concentrer sur le domaine de E, qui est le niveau de puissance du dragon divin, car il ne pourrait pas le combattre à un niveau inférieur. Alors qu'il se demande comment devenir plus fort, l'alarme se déclenche soudainement. Alastair informe Roxy qu'une gigantesque débandade de monstres est en approche. En entendant cela, elle organise son armée en préparation d'une contre-attaque. Pendant ce temps, le destin se tient sur les murs de la ville, d'où il a une vue plongeante sur la marche de la mort imminente. Il aperçoit alors l'armée royale menée par Roxy se dirigeant vers eux. Quand Avaris lui demande s'il va encore jouer les héros, il répond que Roxy devrait pouvoir gérer seul, mais il se met dans un état de demi-fin pour pouvoir intervenir si les choses tournent de mal. Avaris l'informe alors de quelque chose qui approche de l'est. En y regardant de plus près, il remarque qu'un monstre nage sous terre pour les atteindre. Il transforme ensuite son arme en arc et tire une flèche surchargée dans le sol. Quand le monstre surgit, il remarque qu'il porte le même emblème que les autres et utilise sa compétence d'identification qui révèle que le monstre a des statistiques supérieures à celles d'une bête à queue. Il passe en mode bouclier pour bloquer ses attaques acides, puis retransforme son arme en arc avant de le pulvériser à nouveau. Cependant, le monstre esquive ses attaques et s'échappe à nouveau sous terre. Alors qu'il le poursuit, il tire une nouvelle attaque puissante en mode arbalète, mais le monstre de Slim l'encaisse sans broncher, le laissant perplexe quant à sa survie. Juste à ce moment, l'autre homme masqué apparaît. Quand le destin tente de l'affronter, Avaris l'informe que l'épée pistolet qu'il tient est l'arme de l'envie. Cependant, un essaim de monstres de slime bloque son chemin, lui faisant réaliser que la capacité du psycho-masqué peut amplifier les pouvoirs des monstres. Quand le monstre attaque le destin une fois de plus, il le vainc finalement et affronte l'homme masqué, pensant que c'est Eris. Cependant, l'homme bloque ses attaques et Avaris l'informe que cet homme est au niveau du domaine de E. Alors que l'homme masqué le domine, le destin passe en mode fin totale, ce qui le propulse au niveau du domaine de E. Grâce à ce coup de pouce, il traverse les attaques de l'homme masqué et lui tranche le masque pour découvrir que c'est Alastair. Alistair souffle alors dans une flûte, ce qui invoque le dragon divin. Le destin remarque qu'il se dirige vers Roxy, alors il se précipite pour l'arrêter. Quand le dragon attaque l'équipe de Roxy, le destin arrive juste à temps pour bloquer son souffle avec son bouclier, mais l'impact brise son masque, révélant son visage à Roxy. Elle l'appelle par son nom pour confirmer que c'est bien lui. Il se retourne et la salue. Quand elle remarque ses yeux rouges, elle se fige soudain de peur, mais il retransforme son arme en épée avant de lui dire de quitter la zone, car le dragon allait bientôt se réveiller. Il s'excuse ensuite de lui avoir menti tout ce temps et la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui avant de repartir au combat. Alors qu'il s'élance, elle essaie de l'appeler, mais il l'ignore et atteint le dragon sur lequel Alistair se tient désormais, comme si c'était son Pokémon personnel. Quand il essaie de provoquer le destin, le héros sombre active une attaque d'épée sainte surpuissante appelée Grand Croix retournable qui immobilise le dragon. Alistair commence à le bombarder de tirs répétés, mais il esquive les attaques et croise le fer avec lui. Il félicite le destin d'avoir immobilisé le dragon avec une compétence qu'il n'avait jamais vue, puis le repousse pour créer de la distance. Alors que les deux bad boys s'affrontent sans relâche, le destin remarque qu'il est dominé car ses statistiques ont chuté après avoir utilisé son art secret. Mais Alastair lui dit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles il va perdre ce combat. La première, c'est qu'il est épuisé après s'être frayé un chemin de force dans le domaine de E. La deuxième, c'est qu'il consacre une partie de sa force à maintenir l'art qui retient le dragon. Et la troisième, c'est qu'Alistair n'est même pas encore devenu sérieux. Alors qu'Alistair commence à le distancer et Avaris le prévient de rester prêt pour qu'Alistair n'ait pas d'espace. Mais Alistair remarque à travers ses attaques désespérées qu'aller trop loin l'empêchera de maintenir le sort de liaison du dragon. Quand il attaque Alistair, le sale blondinet esquive et arrache un des bras du destin, le faisant hurler de douleur. Il s'apprête ensuite à l'achever d'une balle dans la tête, mais le destin le poignarde soudainement par derrière et il réalise que le gars utilisait la magie d'illusion pour le tromper.
Quand il demande au destin comment il a réussi son coup, il répond qu'il savait qu'il baisserait sa garde une fois sûr de sa victoire et qu'il était prêt à sacrifier son bras pour ce pari. Il lui offre ensuite le traitement Gojo en le fendant en deux. Mais immédiatement après, il se réveille dans une dimension onirique où il voit la fille qui était dans le noyau de Hanyul. Elle se présente comme Luna et le remercie de l'avoir tué avant de s'excuser de ne pas pouvoir faire beaucoup plus pour lui. Alors qu'il se demande ce qu'elle veut dire, le sol se fissure soudainement, révélant les âmes affamées des morts vivants qui l'appellent de l'autre côté. Et c'est là qu'il réalise que c'est elle qui a calmé sa compétence de gloutonnerie pendant un certain temps. Elle le prévient qu'il perdrait le contrôle s'il consommait le dragon. Et juste au moment où il est sur le point de tomber dans le monde des cadavres, Avaris apparaît sous forme humaine et le sauve. Avaris lui dit de se dépêcher de sortir de cette dimension, mais il s'arrête une seconde et dit à Luna qu'il doit tuer le dragon divin, car il ne peut pas le laisser errer librement sans son maître. Quand il revient dans le monde réel, le dragon brise les liens sacrés. Avaris essaie d'élaborer un plan car un de ses bras a été coupé, mais l'idiot le lance vers le dragon comme un javelot. Le dragon tente de riposter avec une attaque de souffle, mais le destin puise dans son Mayweather intérieur et contre-attaque d'un uppercut, renvoyant l'épée directement dans ses bras. Quand il utilise sa compétence d'identification sur le dragon, il réalise qu'il a un léger avantage en statistique, mais Avaris lui dit de ne pas se fier aux chiffres, car le domaine de E est un monde de force inhumaine. Le destin arrache ensuite les ailes du dragon, le faisant tomber au sol. Le dragon essaie de le pulvériser pour l'envoyer dans l'au-delà, mais le destin utilise une combinaison d'une compétence d'épée et d'une compétence de renforcement pour traverser l'explosion et fendre le dragon en deux. Quand sa compétence de gloutonnerie s'active, son corps commence à trembler, mais il essaie désespérément de s'accrocher au peu de contrôle qu'il lui reste, car il sait qu'il deviendrait plus dangereux que le dragon s'il devenait fou furieux. Il ramasse ensuite son épée et, malgré tous les avertissements d'Avaris, il réinitialise ses statistiques en le transformant en sa nouvelle forme de lance. Cette rétrogradation lui plaît, car cela signifie que les dégâts seront réduits s'il devient fou furieux, et Avaris réalise que la compétence consume aussi le destin. Alors que le destin gît impuissant au sol, Min arrive. Il la supplie de mettre fin à sa vie. Elle accepte et s'apprête à le décapiter avec sa hache, mais Roxy arrive soudainement et le sauve. Alors qu'elle l'interroge, il essaie de détourner le regard pour qu'elle ne le voie pas dans son état de fureur. Mais elle commence à verser des larmes en lui disant qu'elle ne le haïra jamais, car quelle que soit la puissance qui le possède, il sera toujours le destin qu'elle connaît. Elle lui demande ensuite de ne pas mettre fin à ses jours, et il remarque que la compétence de gloutonnerie a soudainement cessé de faire des ravages en lui. Quand elle l'invite à retourner à Babylone avec elle, il lui prend la main et réalise que son rêve n'a jamais été de sauver Roxy, mais qu'elle le sauve comme elle l'avait fait auparavant. Il tombe alors sur ses genoux et pendant qu'elle le caresse, Luna lui dit qu'il a enfin trouvé le soutien dont il avait besoin. Quelque temps plus tard, le destin se réveille dans une chambre et remarque que son bras blessé a été recousu. Juste à ce moment, Eris arrive avec Min et lui tend Avaris avant de l'informer qu'Alistair était simplement contrôlé par son épée pistolet en vie. Eris lui demande ensuite de les rejoindre pour une mission spéciale qui implique tous les péchés capitaux. Il accepte, déterminé à découvrir pourquoi il est né avec la compétence de gloutonnerie. Quand Roxy visite la chambre du destin, elle voit une note d'adieu où il lui parle de sa compétence de gloutonnerie et promet de revenir vers elle. Pendant ce temps, le destin et les filles arrivent à un endroit en Gallia où il soigne son bras grâce au nouveau pouvoir d'Avaris. Après que les filles l'aient laissé, il enfile son équipement et part au combat contre un tas de monstres de slime. Et cela nous amène à la fin de cette vidéo. Le destin retrouvera-t-il Roxy? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.